Eh ben, feu, qu'en pensez-vous? Allez. Allez, commençons. Alors, vous êtes, je pense, nombreux à me connaître, mais pas tout le monde. Alors, on a fait connaissance un petit peu pour savoir d'où vous appelez, quelles étaient vos motivations. Et si on ne se connaît pas, donc là, regardez, j'ai des effets spéciaux. Attention, vous allez voir. Oh là là, Bien, non. voilà. Donc Bon. c'est qui suis-je? Et en deux mots, alors là, c'est pas, je vais pas passer une heure à me présenter, mais c'est simplement que moi, je m'appelle donc Vladimir Natosha et j'enseigne depuis 2007. Alors quand j'ai fait mes petits calculs, je me dis, oula, ça fait déjà 18 ans, comme le temps passe. Mais c'est ce qui est intéressant, enfin disons quand on se rend compte que ça fait déjà 18 ans, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut remarquer. Donc un petit, comment on pourrait dire, une petite pub pour Feldenkrais en disant, mais ça fait déjà 18 ans et je me suis pas ennuyé, j'ai tout le temps eu l'impression de trouver des choses. Donc ça, c'est on va dire, une petite remarque. Ensuite, Feldenkrais, en fait, on y vient pour tout un tas de raisons. Dans ma formation, il y avait beaucoup de gens qui venaient de la danse et globalement des arts de la scène, où on avait besoin du corps pour exprimer quelque chose. Et en ce qui me concerne, en fait, c'est plutôt le biais de la natation. Donc j'ai nagé à haut niveau et donc c'est un sport de sensation. On est tout le temps à l'affût de chercher les petites différences qui changent la performance d'une manière sensible. Et donc, quand un jour c'était autour de 2000, quand j'ai lu un article de Télérama qui avait ce discours-là, qui présentait en fait Feu Myriam Pfeffer, euh, où il y avait ce discours, les petites différences, faire petit, etc. Et peut-être que ça peut donner des grands changements, bah, ça m'a titillé. Et j'ai continué parce qu'après mon premier stage, j'étais tellement ébloui de mes sensations dans l'eau que là, bon, voilà, j'ai eu envie de continuer jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Un petit plan pour notre mini-atelier. Il y aura trois parties. Donc, la première partie, c'est que je vous donnerai quelques repères. Donc, en particulier, quand on débute, on a entendu parler Feldenkrais, la méthode Feldenkrais, c'est déjà un petit défi de le prononcer, de le mémoriser. On peut en sourire parce que souvent, par exemple, j'ai des amis qui me disent ah, c'était quoi déjà ta méthode? Donc, mémoriser, le prononcer, etc. Moi, j'aime bien mon petit slogan. Des fois, je dis Feldenkrais, le prononcer, c'est déjà en faire. On développe des aptitudes inhabituelles. Et puis, donc, après ces petits repères, ben, on va faire trois mini-leçons, donc pour expérimenter concrètement, parce qu'on aime bien mettre, comme on dit, rendre concrètes des idées abstraites. Et puis, on finira donc avec un moment optionnel. Ça veut dire, si vous avez envie, si vous êtes pressé, vous devez partir, etc., il n'y a pas de problème. Mais si vous avez envie qu'on en discute, ben, on reste en Zoom et puis on continue de discuter pour échanger nos sensations, nos questionnements, etc. Voilà pour notre petit plan. Alors, des repères déjà dans le temps, parce que la méthode Feldenkrais, on pourrait se demander d'où elle vient dans le temps, si on n'en a aucune idée. On a certaines méthodes, par exemple certains yogas qui ont traversé des siècles, on ne sait pas, est-ce que c'est des millénaires, des siècles, etc. On ne sait pas, mais en tout cas, Feldenkrais, ça a été développé à partir des années 1950. Donc là, c'est assez récent. On va dire, il y a des gens qui pourraient le comparer à une forme de yoga occidental, on va dire ça comme ça, un peu avec certains tenants et aboutissants qui sont avec notre langage, nos points de vue culturels. Et donc, à partir de 1950, ça a été développé, ça s'est accéléré dans les années 70, et puis ensuite, ça a essaimé un peu partout dans le monde à partir des années, on va dire, 80. Et ça suit son cours. Mais si, donc ça, c'était les quelques dates. Mais ensuite, quand on se pose la question, la méthode Feldenkrais, ben souvent, la méthode Pilate, c'est Monsieur Pilate, la méthode Alexander, c'est Monsieur Alexander, la méthode Feldenkrais, c'est Monsieur Feldenkrais, donc Moshe Feldenkrais. Et Moshe Feldenkrais, on pourrait chanter ses louanges pendant des heures, Saint Moshe, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Mais on n'est pas là pour ça non plus. Mais par contre, ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est de souligner quelques piliers de sa vie, en fait, qui expliquent en quoi sa méthode, enfin, pourquoi sa méthode est un peu différente
et quelles sont ses forces, d'où viennent les forces de la méthode. Donc, quand je regarde un petit peu, moi je vois trois piliers. On pourrait en discuter, mais en tout cas, moi je vois trois piliers. Un premier pilier qui est culturel. Donc, Moshe Feldenkrais était juif. Il était d'une famille d'Europe de l'Est, donc enfin, maintenant c'est l'Ukraine. Et en fait, il était entouré de gens qui étaient, enfin disons, dans ce milieu-là, il y avait le hassidisme. Donc c'est un courant de la spiritualité juive. Et là où on le devine un petit peu dans la pratique, c'est que ce qui prime dans le hassidisme, c'est pas des choses, des textes, des gens qui nous expliquent ce qu'il faut penser, ce qu'il faut faire, mais c'est on fait primer l'expérience vécue. Et on fait primer aussi une forme de développement joyeux. Donc ça mérite d'être souligné, à mon sens. Et quand on regarde un petit peu en Occident, ben, j'ai cherché un petit peu, il semblerait qu'il y ait eu des ponts, mais que ce n'était pas directement lié. Mais en tout cas, dans les années 60-70, en Californie, il y avait le mouvement du développement humain et il y a des choses qui ressemblent. Donc on peut regarder culturellement ce qui ressemble. Et puis peut-être que Feldenkrais lui-même, quand il a retrouvé le développement humain, ça a fait écho à des choses qu'il connaissait bien. Donc en tout cas, voilà, il y a une petite base culturelle, enfin une grande base culturelle, qui va vers le développement et vers l'expérience. La deuxième racine que je vois, c'est que Moshe Feldenkrais donc était physicien. Il se trouve que c'était en France qu'il a fait une partie importante de sa formation en physique, et il était expérimentateur dans les meilleurs labos de physique de l'époque en France. Et en particulier, bah, il créait on dit des manips, donc il créait des machines, etc., pour faire de la physique expérimentale avec les Joliot-Curie, donc Irène et Frédéric Joliot-Curie. Et on peut dire que sa méthode, on va retrouver aussi des choses qui sont de l'ordre de ce lien entre prendre de la théorie et puis essayer d'en faire quelque chose en pratique. Donc, de voir en fait au niveau expérimental qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on en déduit concrètement. Et puis, donc en quelque sorte, c'est de la recherche appliquée. Et puis le troisième pilier, c'est le judo, parce que Feldenkrais, par pareil, une histoire rocambolesque, a rencontré le fondateur de judo et celui-ci lui a demandé de l'aide pour introduire le judo en Europe. Donc c'est Feldenkrais qui a aidé en fait à faire venir des experts japonais, qui a contribué à inventer un système pour que les Français continuent, alors que culturellement ils ne savaient pas. Enfin, typiquement un Japonais, si on lui dit t'es débutant pendant 10 ans, ça lui pose pas de problème. Mais à un Français, si on lui donne pas des jalons beaucoup plus fréquents, il se décourage au bout de 6 mois, un an, et puis il disparaît. Donc, c'est un pionnier du judo, et là où ça a nourri la méthode, c'est qu'en judo, on constate que parfois, on n'arrive pas, par exemple, on est plus petit que quelqu'un qui est 2 fois plus lourd et 2 fois plus fort, et on ne peut pas le faire basculer. Et puis, en fait, on voit quelqu'un qui est expérimenté, et lui, il se met au bon endroit, avec les bons angles, avec les bonnes façons d'utiliser des leviers, etc. Et il le fait voler sans aucun effort. Donc ça, il faut le sentir pour le croire. Mais en tout cas, une fois qu'on a mis le pied là-dedans, on se dit, mais il y a peut-être des fois où je n'y arrive pas parce que je m'y prends mal. C'est pas la nature, c'est peut-être que je m'y prends mal. Donc ça, c'est, à mon sens, ça a été aussi un moteur très important. Et alors, on a eu de la chance. Moshe Feldenkrais s'est fait mal. Il s'est fait mal au genou, donc ça l'a motivé. Alors lui, je pense que sur le moment, il n'était pas très heureux, mais il s'est démoli un genou. Enfin, j'ai vu une vidéo où il montrait qu'on pouvait faire bouger des bouts de ménisque. Enfin bon, ça- c'était une belle blessure en 2 temps. Il y a eu une fois au foot, une fois en glissant sur le pont d'un sous-marin. Et donc, ça l'a motivé pour chercher, sachant que la chirurgie pouvait pas grand-chose pour lui. Donc, il a cherché. Il a trouvé enfin, il y a eu la méthode Alexander qui l'a nourri, il y a eu Gurdjieff, il y a eu plein de choses, et il y a eu sa femme de l'époque qui était chercheuse, enfin, en tout cas, elle était médecin, pédiatre. Et donc, là où ça a vraiment déclenché quelque chose, c'est que c'était le début de la recherche sur le développement des enfants. Comment est-ce qu'on apprend à utiliser toutes ces articulations, tous ces muscles?
Et au miracle, il s'est rendu compte que même en tant qu'adulte, on pouvait profiter de revisiter les étapes qu'on a suivies quand on était enfant. Et donc, de fil en aiguille, il s'est dit, ah mais tiens, c'est drôle, quand je refais ces étapes quand j'étais enfant, j'améliore certaines fonctions et puis je le prends par tous les bouts et ça s'améliore d'une manière qui est assez globale. Et de fil en aiguille, ben, finalement, il était, on va dire, beaucoup moins gêné par ses douleurs au genou. Et au fur et à mesure, ben, quand on le voit même à 80 ans, euh, ben, en fait, il pouvait faire ce qu'il voulait, il pouvait se déplacer, etc. Il marchait pas comme un jeune homme, mais il pouvait faire ce qu'il voulait. Donc ça a été une réussite pour lui. Et puis ensuite, il y a des gens qui ont dit, mais puisque c'était miraculeux pour toi, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Il y a des gens qui ont été très contents, qui en ont appelé d'autres, et au fur et à mesure, il a eu de plus en plus de gens qui sont venus le voir. Et quand il a eu trop de gens en individuel parce qu'il les guidait avec les mains, il avait inventé en fait une façon d'aider leur organisme à trouver de nouvelles solutions avec ses mains. Quand il a eu trop de monde dans son cabinet, il a inventé une méthode orale, et c'est ce qu'on va faire ensemble, qui est une forme de jacadie. On va dire, on va vous guider simplement à travers votre exploration, et c'est pas moi qui vais montrer ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Attention, mets le bras un peu ici ou là. C'est pas du tout ça qu'on va faire. C'est vraiment comme si on se remettait quand on était petit. On bouge un peu ici, on bouge un peu là, et notre organisme, en fait, naturellement, il va se nourrir de ça. Donc ça va être notre ambition sur la partie concrète de notre atelier. Vous êtes prête? Oui. Oui. Alors, rendons concrètes des idées abstraites, et je vous propose une première exploration sur votre chaise. Donc, ce que je vous invite à faire, en fait, là, c'est un tout petit... on va toucher du doigt, ça va être juste quelques minutes. Une première question que je peux vous poser, vous allez voir que je vais vous poser beaucoup de questions, c'est sur quoi vous êtes assise? Et on pourrait se dire, ben, je suis assise sur mes fesses. Mais encore. Et si vous jouez un petit peu avec la chaise, ben, vous allez vous rendre compte que finalement, votre chaise, sa texture, son soutien, vous permettent de savoir en fait qu'est-ce qui en vous est assis sur la chaise et comment vous êtes assise. Et je laisse flotter un petit peu pour vous permettre d'explorer un peu. C'est pas simplement je suis assise, mais peut-être que c'est un petit peu plus d'un côté que de l'autre. Peut-être que vous repérez la forme de la chaise. Et je vous invite en fait à prendre ce point de repère parce qu'on va faire un petit tour de magie qui est assez amusant, à mon sens. Donc repérez la forme de la chaise. Est-ce qu'elle est plane? Est-ce qu'il y a des trous? Est-ce qu'elle se laisse s'enfoncer d'un côté ou de l'autre? Ou au contraire, est-ce qu'elle vous soutient? Et puis, vous pouvez avancer sur donc l'avant de cette assise pour être libéré du dossier. Comme ça, vous tenez, on va dire, assise sans que ça soit le dossier qui vous tient. C'est votre squelette, votre musculature qui s'en occupe. Et puis observez si ça a changé quelque chose. Et à présent, ben, on va explorer un tout petit peu sur quoi vous êtes assise, quelle partie de votre squelette, en fait, vient profiter du soutien de la chaise. Et pour clarifier ça, eh bien, choisissez un côté, le droit ou le gauche, et puis glissez une main entre la fesse et la chaise d'une manière qui soit suffisamment confortable pour les doigts. Il ne s'agit pas d'écraser les doigts, mais peut-être que vous allez vous mettre juste à côté de cet os. Vous sentez de l'os. Et selon, encore une fois, selon la dureté de la chaise, vous pouvez vous asseoir sur la main ou vous pouvez vous asseoir juste à côté de la main. Et donc, vous pouvez remarquer qu'il y a un os, et c'est le bas du bassin. Et pour le vérifier, on peut utiliser l'autre main pour toucher le haut du bassin de l'autre côté, à la taille. Le haut du bassin, à la taille. Et donc, vous avez une main sur le bas du bassin d'un côté
et une main sur le haut du bassin de l'autre. Et je vous invite à faire rouler votre bassin un petit peu vers l'avant et vers l'arrière. Ça veut dire que vous faites basculer votre bassin un peu vers l'avant et vers l'arrière. Un tout petit peu, ça suffit. Et alors ça, c'est assez différent de beaucoup d'autres méthodes. C'est que ce que l'on souhaite, c'est de l'information. C'est pas une amplitude, c'est une information. C'est à peu près comme si on discutait avec quelqu'un et ça sert à rien de crier. Et donc, si vous faites rouler un tout petit peu, eh bien, vous avez les deux mains qui vous indiquent que, ah oui, tiens, j'ai un ensemble osseux dont je sens le mouvement dans l'espace parce que j'ai un endroit qui bouge comme ça, l'autre endroit qui bouge comme ça. Et peut-être que ça vous permet de clarifier justement cet endroit qui est près de la chaise. Pour frimer un petit peu dans les soirées, vous pouvez dire que ça s'appelle un ischion. Donc l'ischion à gauche et l'ischion droit. Et puis, quand vous avez fait ça un petit peu, eh bien, retirez la main de sous la fesse et comparez les sensations. Et en général, c'est là que c'est peut-être un petit tour de magie, en général, on sent l'appui sur la chaise d'une manière un peu différente. Chez beaucoup de personnes, c'est beaucoup plus clair. Observez si c'est le cas pour vous. Peut-être que oui, peut-être que non. Et la deuxième chose qui peut être amusante, c'est que la chaise peut avoir changé de forme. Alors que finalement, on pourrait se dire, ben, il n'y a pas de raison physique pour que la chaise se retrouve avec un trou là où j'avais ma main, mais peut-être que dans votre sensation, quelque chose a changé. Et pour ne pas faire de jaloux, eh bien peut-être que vous pourriez aller voir de l'autre côté. Faites quelque chose de semblable, où vous allez explorer de l'autre côté en vous disant, bon, est-ce que c'est pareil de l'autre côté? Souvent, quand on a un ischion d'un côté, on a un ischion de l'autre. Alors on prend des précautions en disant, ça peut arriver que ça ne soit pas le cas, on peut avoir eu des accidents, on peut avoir beaucoup de choses. Mais quelque part, le simple fait d'explorer comme ça, chacun pour soi, ça montre aussi qu'on peut s'adapter à des publics variés. Pour vous, peut-être que c'est différent. Et puis peut-être qu'il y a des choses un peu semblables et des choses un peu différentes. Et c'est très bien. Et puis vous pouvez retirer la main, observer si de nouveau ça a changé la sensation de ce côté, au niveau du contact avec la chaise. Pour certaines personnes, ça peut aussi donner cette sensation que l'assise a changé de degré de confort. Parfois, quand on se sent soutenu autrement, ça peut changer la façon dont on s'assoit. Et donc voilà pour notre première micro-séquence. Et je vous invite en fait à faire quelques pas, simplement, en partie pour, disons, rafraîchir votre attention et en partie pour vous demander, tiens, est-ce que c'est toute simple, enfin cette exploration toute simple, est-ce que ça change aussi? Est-ce que ça attire mon attention sur certaines sensations? Et puis laissez ça, et je vous invite à revenir sur la chaise et à vous installer confortablement pour faire une petite pause. Un point, on va dire, très important de la méthode, c'est qu'on adore faire des pauses, en partie parce que c'est agréable, en partie parce qu'on considère que c'est un moment où on assimile. Et donc, en fait, on laisse notre organisme maintenant faire son travail en se disant, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pas verbal, ça se fait tout seul. Voilà. Mais on peut en profiter pour faire une remarque. Et cette remarque, c'est que quand on a fait ça et qu'on s'est rendu compte que la chaise pouvait, enfin, on pouvait avoir l'impression que la chaise avait changé de forme, bah, quelque part, c'est une preuve concrète que on n'est pas des robots. Ça veut dire que notre perception du monde peut changer en fonction de ce qu'on y a fait.
Et on est, par exemple, on ne le remarque pas forcément, on ne remarque pas qu'on est tout le temps en train d'adapter les forces, les détails de beaucoup de gestes. Moi, j'aime bien l'exemple des chaussures de ski. Vous savez, quand vous avez porté des chaussures de ski pendant des heures, des grosses chaussures, et que vous enlevez les chaussures, bah, il faut quelques pas pour se réhabituer parce que les pieds partent un petit peu dans toutes les directions. Enfin, en tout cas, on a l'impression qu'on s'est réadapté et qu'il faut réapprendre à marcher. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait en permanence. Et on parle donc de notre corps. En Feldenkrais, on parle de soma. Donc soma, c'est le corps vécu, avec des sensations, avec des actions. Et c'est pas le corps objet qui serait en fait un corps plutôt, c'est celui qui est connu par les chirurgiens. Un chirurgien, en fait, quand il regarde un corps, lui, il doit savoir où est quoi, et c'est pas la sensation, c'est pas ce que ça fait. Tandis que nous, c'est le contraire, en Feldenkrais, on va sur le côté subjectif. Qu'est-ce qu'on sent? Qu'est-ce que ça fait? Et comment est-ce que tout ça évolue? Donc ça, c'est notre terrain de jeu. C'est ça, c'est le soma. Alors, comme on parle de jeu, bah, il faut rajouter une deuxième séquence de jeu. Est-ce que vous êtes prête pour une deuxième séquence de jeu? Oui, non? Ou vous êtes tellement Oui, méditatif oui. que vous êtes... Alors, deuxième séquence de jeu. On va faire donc principalement sur la chaise et puis il y aura une petite partie debout. Ce que je vous invite à faire, c'est à avancer sur la chaise, de nouveau, donc d'aller sur l'avant de l'assise, de nouveau pour être libre de, enfin disons, de votre dossier, c'est pas votre dossier qui décide. Et puis même, vous pouvez remarquer que quand vous êtes comme ça, c'est pas vos cuisses non plus. Parce que quand vous êtes loin au fond de la chaise, les cuisses sont repoussées vers le haut, alors que là, quand vous êtes loin vers l'avant de la chaise, les cuisses sont libres, sont en l'air, et il y a juste le bassin qui est en contact. Et dans cette position, eh bien, on est plus libre de faire des mouvements si on en a besoin. Mais pourquoi on en aurait besoin? Je vous invite à poser les doigts de la main droite sur le sommet du crâne. Avec le coude, vous pouvez remarquer qu'il est plutôt vers l'extérieur. Et on n'a pas du tout besoin d'un contact fort. C'est simplement les doigts sont là pour sentir où est le crâne et le coude est relié. Et ce que je vous invite à faire, c'est à laisser votre tête basculer un petit peu vers la gauche et de retour. S'incliner, pardon, s'incliner vers la gauche. Donc si vous aviez le regard à l'horizon, en fait, vous inclinez le regard et observez en fait ce qui se passe avec votre tête et observez ce qui se passe avec votre coude. Puisque comme vos doigts, votre main, si vous voulez, est en contact avec la tête en fait ne tourne pas, mais elle s'incline. Votre oreille gauche va s'approcher du sol. Alors, le sol, ça ne veut pas dire le sol loin, mais observez que vous avez des points de repère qui vous disent, voilà, je fais tel genre de mouvement. Et on a plein de versions différentes. Et en fait, en fait, progressivement, on a des points de repère dans le corps qui sont de plus en plus fins, de plus en plus vastes. Et on peut se dire, tiens, je fais plutôt dans mon cou, plutôt dans ma colonne, plutôt dans mon bassin. Et observer comment cette, on va dire, cette symphonie se joue. Et puis essayer la même chose et basculer, incliner vers l'autre côté. Donc vous avez toujours la main droite sur la tête, mais cette fois vous inclinez vers la droite et de retour. Et observez si ça change quelque chose, ou en tout cas, qu'est-ce que ça amène comme sensation intéressante. Remarquez l'attitude que vous avez. Parfois, on peut s'observer soi-même en train de se réclamer beaucoup. Ou au contraire, on peut s'observer soi-même en train de ne pas se réclamer beaucoup. Par exemple, je vois Marianne qui fait une pause et elle a tout à fait raison. Si vous avez besoin de poser votre bras parce que ça finit par être lourd, eh bien faites-le. Donc ça, on est à contre-courant de plein d'autres pratiques. Faites, faites, faites.
J'avais dit 30 fois, pourquoi vous faites une pause, etc. Et puis prenez une bonne pause. Donc dans une séance de Feldenkrais, en fait, il y a des moments où le praticien ou la praticienne va annoncer une pause. C'est une façon de synchroniser le groupe. Mais à l'intérieur de ces pauses qui sont déterminées, chacun est libre, chacun et chacune est libre de faire une pause même si on n'a pas annoncé, ou de continuer même si on a annoncé une pause. Et dans des cas exceptionnels, peut-être même on va explorer quelque chose d'autre que ce qui est donné. Quand on a de la pratique et qu'on sait où on va, en fait, on profite de la leçon pour explorer, un peu comme si on faisait une randonnée. Vous savez, avec un chien fou, il est autour de nous, mais de temps en temps, il va voir un lapin, il va voir ce qui se passe là-bas, et ensuite il revient. Donc, globalement, on fait la randonnée tous ensemble, mais c'est pas du tout interdit de remarquer qu'il y a une petite fleur ou quelque chose. Après cette petite parenthèse champêtre, je vous invite maintenant à remettre les doigts, toujours de la même main, la main droite, sur le sommet du crâne. Et imaginez que quelqu'un, sur le côté droit, vient inviter votre coude dans une direction qui est un petit peu vers la droite et un petit peu vers le plafond. Donc là, vous avez une direction générale, mais maintenant, c'est à vous de le mettre en musique. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous pourriez explorer comme mouvement qui serait agréable et intéressant pour vous? Ce mouvement, en fait, est construit pour interroger certaines régions de vous-même. Est-ce qu'elles se manifestent par le non-mouvement? Est-ce qu'elles se manifestent par le mouvement? Est-ce qu'elles se manifestent par je suis en train de chercher? Remarquez que dans la contrainte, rien ne dit qu'il faut cesser de respirer. Parfois, on se retrouve à cesser de respirer, souvent parce qu'on se retrouve en difficulté. Et là, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce qu'on cesse de respirer parce qu'on est en difficulté ou est-ce qu'on est en difficulté parce qu'on cesse de respirer? Grande question. Laissez ça. Et puis prêtez attention à vos ischions, puisqu'on les a explorés quand c'est sur la chaise. Et remarquez que vous pouvez marcher sur la chaise avec les ischions. Ça veut dire si vous soulevez un ischion et que vous le reculez, puis vous soulevez l'autre ischion, vous le reculez à son tour, et vous pouvez reculer vers l'arrière de la chaise. Et de retour, vous pouvez avancer maintenant. Et vous pouvez faire encore peut-être un aller-retour en trouvant, on va dire, une forme de plaisir à faire ça, parce qu'il y a des parties de vous-même qui gigotent. Et quand vous avez fait un aller-retour, de nouveau, posez la main droite sur le, j'allais dire au plafond, mais non, c'était sur le sommet du crâne. Et je vous invite à refaire la même chose, que quelqu'un vous invite sur le côté droit et un petit peu en haut. Est-ce que ça a changé quelque chose à la qualité? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que ça a changé la qualité de la sensation, de l'expérience. Peut-être qu'on voit arriver, qu'on voit apparaître plutôt des options, de se dire, tiens, peut-être que je pourrais faire comme ci ou comme ça. Très bien. Et maintenant, quand vous avez fait ça, eh bien, je vous invite à vous lever et puis à mettre de nouveau la main droite sur le sommet du crâne. Et de nouveau, vous invitez le coude à aller un petit peu vers la droite et un petit peu vers le plafond. Et observez dans cette position, en fait, quelle est l'amplitude, quel est le degré d'effort, si vous voulez, ou le degré de non-effort, qui va conduire à une exploration plutôt de la colonne, plutôt du tronc, peut-être vos appuis sur un pied plutôt que sur l'autre.
Et puis je me rends compte à l'instant qu'on aurait pu commencer par la comparaison des appuis à droite et à gauche. Mais en tout cas, dans cette position, maintenant, quand vous allez porter votre poids plutôt sur un pied, plutôt sur l'autre, observez comment vous vous y prenez. Et peut-être qu'il y a une sensation un peu différente d'un côté et de l'autre. Et puis on peut suivre l'idée de Marianne, c'est que vous pouvez mettre les mains donc, sur le sommet du crâne, toujours la main droite, et vous pouvez faire voyager votre poids vers un pied, vers l'autre, en observant qu'est-ce que ça vous donne envie de faire avec le coude. Peut-être que c'est quelque chose, peut-être rien du tout. Et là, c'est pareil. En Feldenkrais, on insiste sur le fait que c'est à vous de déterminer ce que vous constatez. Et quand vous avez fait tout ça, eh bien, observez si vous faites quelques pas, ce que vous percevez dans la marche. Peut-être que porter son poids, ou en tout cas avoir un appui sur la jambe droite et la jambe gauche, prend maintenant, on va dire, une couleur ou une sensation un peu différente. Si vous avez envie, vous pouvez marcher avec la main sur le sommet du crâne pour observer ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Parfois, c'est ça qui est intéressant. Et puis laissez votre main et marchez comme ça vous vient. Et peut-être qu'on sent de nouveau un peu de jalousie de l'autre côté. Et avant d'explorer de l'autre côté, je vous invite à faire une petite pause sur la chaise. Et là, vous pouvez vous mettre dans la position que vous voulez. Quand on est en cours, quand on donne une vraie leçon, en quelque sorte un peu longue, on peut proposer aux gens de se reposer sur leur tapis par terre. Mais souvent, il y a quelques réticences parce qu'on se demande, je suis allé au tapis, c'est toute une aventure d'y aller, de revenir. Est-ce que ça vaut le coup? Mais là, quand on est sur une chaise, bon, on peut s'affaler. Et quand vous serez un petit peu reposé, eh bien, on va prendre quelques minutes. Ça va aller plus vite grâce au fait que notre système apprend et donc il peut copier un petit peu. Alors maintenant, je vous invite à poser la main gauche, les doigts de la main gauche sur le sommet du crâne. Et comme tout à l'heure, voyez comment ça se passe d'incliner la tête d'un côté plusieurs fois. Quelque part, vous avez le choix par quel côté vous commencez. En observant ce qui se passe avec le coude, et puis peut-être d'autres endroits de vous-même. Peut-être que vous prenez appui sur la chaise d'une façon qui est intéressante. Et puis observez de l'autre côté, si vous inclinez de l'autre côté. Parfois l'autre côté vous intéresse plus. Parfois au contraire vous dites, ah, il y a quelque chose qui m'intéresse moins. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Peut-être au niveau de l'amplitude, au niveau de la patience, pour en faire la meilleure exploration possible. Quelque chose d'intéressant, de joyeux, on en parlait tout à l'heure. Et quand vous avez joué un petit peu avec ça, ben maintenant, si quelqu'un tire votre coude vers le côté et vers le plafond, un tout petit peu, observez ce que ça vous conduit à faire. Et là, on remarque que c'est un mouvement qui est global.
Ce n'est pas juste votre coude qui bouge dans l'espace. Cette position, en fait, elle fait en sorte que soit quelque chose bouge ailleurs, soit ça ne bouge pas, soit le coude reste là où il est. Mais on pose la question, qui voudrait venir avec? Et ça m'amuse à chaque fois quand je me dis qui voudrait venir avec, je me rends compte que je baigne un petit peu dans la Lorraine, puisque ça c'est plutôt le nord et l'est de la Lorraine, avec une petite marque de l'allemand qui veut venir avec. Est-ce que vous vous souvenez maintenant, après une première tentative vers le côté, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire une variation? C'était marcher sur les ischions. Observez que marcher sur les ischions, quelque part, ça pose des questions dans votre tronc, dans votre colonne. Et c'est toujours la même chose, on y va doucement. Si quelqu'un, par exemple, a une difficulté dans telle ou telle vertèbre, on va vraiment à la mesure, dans la mesure où c'est confortable. Parfois, enfin souvent, sinon presque tout le temps, c'est plus intéressant de faire une version, on va dire, beaucoup plus simple et partielle, mais respectueuse, que d'insister pour faire un mouvement parce que c'est ce qui est écrit dans le livre. Donc comment est-ce que vous mettez au premier plan votre sensation, vos possibilités? Comment est-ce que vous respectez des signaux qui vous disent ça va, et ça, on n'ira pas plus loin. Très bien. Et puis essayez maintenant avec votre coude, si quelqu'un vous invite sur le côté, est-ce que ça vous invite autrement? Est-ce que vous découvrez une autre option? Et puis venez vous lever et essayez la même chose debout. Observez, est-ce que ça vous invite autrement sur un pied, sur l'autre? Peut-être votre colonne, toute vous-même, finalement, vient se relier au sol un peu différemment. Que là, clairement, ce n'est pas qu'un coude, ce n'est pas qu'un pied, ce n'est pas qu'une vertèbre. Très bien, et puis marchez un peu. Vous pouvez avoir envie de vous amuser à marcher avec une main sur le côté ou les deux mains sur la tête, sur le sommet du crâne. Sur le sommet du crâne avec cette idée que, quelque part, ça vous laisse très très libre vers la droite et vers la gauche. Et si vous avez envie, vous pouvez poser juste le bout des doigts sur le sommet du crâne. Et puis sans les mains, observez quel est votre, on va dire, degré d'aisance maintenant. Et il y a quelque chose qui nous plaît beaucoup en Feldenkrais, c'est de répéter que finalement, on a une échelle, que chaque geste, en fait, peut passer de impossible à possible, mais ensuite, en fait, on monte une échelle, ça peut devenir facile, ça peut devenir agréable et ça peut devenir gracieux. Alors, quel est votre degré de grâce? Ah, avec le risque, en fait, quand on se dit, quand c'est gracieux, souvent on va commencer à se dire c'est pour l'extérieur qu'on le fait. Alors que là, on est
on va dire, très égoïste en disant, est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est vraiment mon organisme me dit, ça, je veux bien le faire et c'est le monde est beau quand on vit ça comme ça. Très bien. Venez vous reposer un petit peu et on va faire une troisième séquence là, cette fois allongée. Alors ça, c'est comme c'est 80% des leçons qui sont faites allongées, c'est en général très apprécié. Enfin non, c'est dans l'autre sens. Puisque c'est très appréciable d'être au sol, et même vous pouvez y aller pour vous reposer dès maintenant. Une fois que vous êtes au sol et que vous vous reposez, bah, je vais glisser une autre remarque. Donc après cette deuxième exploration sur la chaise et un petit peu debout, vous pouvez remarquer que s'il y a eu une modification de la marche, eh bien à aucun moment on a forcé et à aucun moment on a étiré des muscles, etc. Et ça, de nouveau, c'est une stratégie qui est assez différente de d'autres pratiques où on voudrait tirer, renforcer, etc., etc. Là, on dit non, je communique avec finalement notre interlocuteur, c'est l'organisation de notre mouvement, comment les petits neurones se débrouillent pour contracter, décontracter. Et si on parle la bonne langue, il y a des choses qui s'améliorent toutes seules. Et les muscles se contractent autrement. Donc parfois, il y a des gens qui se retrouvent avec des petites courbatures un jour, 2 jours après, parce que la musculature se met à travailler autrement. Et puis, on va faire donc une troisième exploration. Ce que je vous invite à faire, c'est soit avec les jambes allongées, soit avec les jambes pliées, avec les pieds au sol. Prenez un petit temps pour sentir comment vous vous déposez. De nouveau, on pose une question, c'est pas simplement je suis allongé sur le sol, mais on pose une question, comment? On détaille un petit peu. Et pour nous aider à détailler, en fait, on peut prêter attention à certaines régions. Probablement le bassin est plus ou moins en contact avec le sol. En tout cas, il y a une partie du bassin qui est en contact avec le sol. Et quand vous allez en direction de la tête, probablement il y a un espace, ou en tout cas il y a moins de poids entre l'arrière des lombaires et le sol. Si vous avez envie, vous pouvez glisser une main pour vérifier. Et quand vous continuez de remonter, vous avez une partie de la cage thoracique, donc l'arrière de la cage thoracique, qui vient en contact avec le sol. Certaines côtes sont assez généreusement en contact, d'autres côtes le sont moins. Observez que ça peut être peut-être un peu plus d'un côté que de l'autre. Et puis quand vous continuez en direction de votre tête, probablement votre colonne s'éloigne un petit peu du sol, ce qui laisse un espace à l'arrière de la nuque. Dans votre perception, qu'est-ce que vous devinez? Quelle est la forme que vous imaginez? Qu'est-ce que vous percevez? Est-ce que ça paraît loin? Est-ce que ça paraît proche? Est-ce que c'est courbé un peu vers l'avant? Est-ce que c'est courbé un peu vers le sol? Et là, j'ai donné 2 points de repère différents. Vers l'avant, c'est vers le plafond. Vers l'arrière, c'est vers le sol. Et puis, dans votre sensation, quelle est la longueur de votre colonne? Selon le degré d'effort et de fatigue, on peut avoir l'impression que c'est plus long ou plus court.
Alors observez, en ce début d'exploration, de troisième et dernière petite exploration, quelle est la sensation de longueur? Est-ce que ça vous semble très long? Est-ce que ça vous semble tellement court que c'est étrange parce que vous savez que ça mesure, mettons, 50 centimètres, 1 mètre? Et pourtant, dans votre sensation, il peut y avoir des endroits qui vous semblent beaucoup plus courts, ou au contraire, des endroits qui semblent un peu plus longs. Donc, promenez votre attention, peut-être au niveau de la tête, de la nuque, en descendant progressivement jusqu'à votre bassin, pour repérer ce qui vous semble présent maintenant. Et puis, un point de repère qui va nous intéresser, disons, on va faire des expériences et on verra si ça change ça aussi. Donc, vous pouvez plier les jambes pour mettre les pieds au sol, enfin les plantes de pied au sol. Et puis, si vous deviez lever la tête pour regarder au-delà de vos genoux, avec l'option que peut-être c'est trop lourd pour être levé, ben, sous-pesez, observez en fait quel est le poids de la tête. Quand vous faites ça, est-ce que vous vous dites «Ah non, c'est trop lourd, je ne la soulève pas», ou est-ce que vous vous dites «Waouh, c'est lourd, mais je peux soulever de quelques millimètres», ou à l'autre extrême, ça ne pèse rien du tout et vous pouvez regarder sans effort au-delà de vos genoux. Comme si vous vouliez regarder entre les genoux et au-delà vers le mur. Et ça, c'est un point de repère. Et c'est toujours la même chose. Il ne s'agit pas de se dire c'est parfait ou pas parfait. C'est un point de repère et on verra si ça change. C'est le fameux effet avant-après. Quand vous avez fait ça, eh bien, entrecroisez les doigts des mains et placez-les derrière le crâne. Et puis jouez un tout petit peu avec les coudes pour les laisser s'éloigner l'un de l'autre, les laisser s'approcher l'un de l'autre. Vérifier comment est-ce que ça peut devenir plutôt agréable. Et si on pose la question autrement, en fait, c'est pas tout à fait que ça doit être agréable entre les extrémités, on va dire les extrémités extrêmes, mais peut-être que vous avez une certaine amplitude dans laquelle c'est agréable de faire ça avec les coudes. Ils vont s'approcher jusqu'à une certaine distance, et au-delà, si on voulait les approcher encore, ça serait un effort. Et inversement, ils vont s'éloigner jusqu'à une certaine distance, et au-delà, ça serait moins confortable. Donc voyez quelle est la gamme où vous pouvez faire voyager vos coudes d'une manière qui est confortable. Et quand vous avez fait ça quelques fois, eh bien laissez les coudes s'approcher l'un de l'autre, de manière à ce que la tête puisse profiter, en fait, des bras, comme si c'était un hamac. Elle peut reposer dans ce joli hamac qui part d'un coude, qui va avec les deux mains, qui va passer sous l'arrière du crâne, et puis qui retourne à l'autre coude. Et en même temps, eh bien, vous laissez la tête reposer, vous levez un petit peu la tête avec les bras. C'est-à-dire vos coudes vont aller un petit peu vers le plafond, vers les genoux. Et de retour. Et vous explorez cette option que avec les bras, donc avec au sens que ça aide, mais au sens aussi que c'est en même temps. La tête ne part pas sans les bras ne partent pas sans la tête, ils vont ensemble. Et donc vous jouez avec cette proposition qui vous permet de lever la tête du sol un tout petit peu différemment et qui vous épargne le travail de certains muscles. Et mieux encore, qui relie certains endroits de votre squelette. Mais là, c'est le praticien Feldenkrais qui commence à s'emballer en disant «Ah oui, alors il y a tout un tas de relations qui sont intéressantes. Qu'est-ce que c'est dans votre sensation?» Et puis prenez une petite pause.
Et là, pendant la petite pause, bah, observez comment est-ce qu'on respire quand on n'a rien de spécial à faire. Parfois, on a des sensations qui sont assez discrètes, mais qui montrent que pendant la pause, il se passe des choses. L'organisme en profite pour réorganiser certaines choses. Donc là, c'est du jargon Feldenkrais, organisation, etc. Mais au fur et à mesure, en fait, on comprend ce qu'on veut dire. Et quand vous serez un petit peu reposé, de nouveau, revenez dans la même position, les pieds pliés, enfin les jambes pliées avec les plantes de pied au sol, entrecroisez les doigts pour les placer derrière le crâne, placez les mains derrière le crâne. Et de nouveau, explorez cette idée que vous pouvez lever un petit peu la tête avec les bras et prêter attention en fait à la façon dont les appuis sur le sol évoluent. Qu'est-ce qui s'appuie plus généreusement et qu'est-ce qui, au contraire, s'allège? Et observez que vous pouvez aussi garder un tout petit peu d'attention pour votre respiration. Comment est-ce que vous pourriez faire ça avec une respiration qui semble, on va dire, agréable ou cohérente? Est-ce que vous préférez faire ça avec l'air qui sort librement des poumons ou est-ce que vous préférez figer? Vous pouvez essayer. Si vous figez la respiration, observez ce que ça change. Et quand vous avez testé peut-être une fois ou deux avec la respiration figée, si vous laissez maintenant la respiration libre de se faire, observez ce que ça change. Et puis laissez ça, prenez une bonne pause. Et rien qu'avec ces petites explorations toutes simples, observez déjà s'il y a quelque chose d'intéressant dans le contact avec le sol ou dans la perception de longueur dans votre colonne. Et de nouveau, pliez les jambes pour mettre les pieds au sol. Et puis mettez les mains devant vous et observez comment vous entrecroisez les doigts. Donc si vous les mettez devant les yeux, vous pouvez observer que vous avez une préférence. Moi, par exemple, je commence par l'index gauche, puis vient l'index droit, le majeur gauche, le majeur droit, etc. Dans quel ordre? En fait, il y a une main qui commence. Et donc, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de faire avec l'autre ordre. Donc, si vous aviez commencé par l'index gauche, vous commencez par l'index droit. Et quand c'est la première fois qu'on fait ça, mais parfois, on a même un petit peu de mal à ce que ça soit entrecroisé, que ça soit un côté chacun, chacun son tour. Et quand vous avez trouvé comment faire, bien observez, vous pouvez vous amuser à serrer un petit peu les doigts, les mains, pour sentir à quel point c'est étrange, ça n'est pas familier. Et quand ça n'est pas familier, peut-être que la sensation est très neuve. Et quand vous avez trouvé ça, eh bien, je vous invite à placer les mains donc croisées de manière inhabituelle, dans l'ordre inhabituel, et placez-les derrière le crâne.
et reprenez une exploration tout à fait semblable, sauf que maintenant, avec cette position, enfin cette modification dans vos mains, sachant qu'il y a beaucoup d'articulations, des muscles, etc., qui ont changé, bah, peut-être que ça donne un petit vent de fraîcheur dans la sensation ailleurs. Peut-être que vous sentez votre tête qui ne va pas tout à fait au milieu, mais qui va peut-être d'un côté. Peut-être que votre poids va un petit peu sur un côté, peut-être sur une ligne qui est un peu spéciale. On a tous des choses. Certaines personnes vont sentir, par exemple, leur scoliose ou d'autres particularités. De nouveau, comment votre respiration vous indique que vous êtes en train de faire ça d'une façon qui est tout à fait confortable. Parce qu'en fait, on n'a pas du tout besoin que ça soit un grand mouvement. Du moment qu'on contracte dans la bonne direction, il se passe déjà beaucoup de choses. Et puis revenez reposer la tête, reposez-vous un petit peu. Et quand vous serez un petit peu reposé, de nouveau, pliez les jambes pour mettre les pieds au sol. Cette fois, amenez une main derrière le crâne et l'autre main quelque part pour sentir ce que vous faites avec la poitrine. Pour l'instant, je ne dis pas très précisément. Et puis même avant de faire ça, à vrai dire, je suis tenté qu'avec la main sur la poitrine, vous pouvez palper pour sentir qu'au milieu de la poitrine, vous avez un os plat qui s'appelle le sternum. Donc entre les deux seins, on a un os plat qui est donc qui, qui va se retrouver avec des côtes qui viennent le rejoindre par le biais de petits de cartilage. En tout cas, c'est un point de repère qui est très intéressant. Grosso modo, ça va être le centre, enfin le centre, le milieu entre la droite et la gauche. Et puis, si vous palpez plus près du ventre, vous avez des côtes. Alors, c'est bon, on ne va pas faire des détails, on pourrait faire une leçon tout entière sur la cage thoracique et même plusieurs leçons. Vous pouvez palper où est-ce que ça se trouve. Et tout ce joli ensemble est articulé. Alors, on va jouer avec ces articulations, peut-être. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à mettre donc une main derrière le crâne, une main pour sentir ce qui se passe avec la cage thoracique. Donc, vous voyez, là, l'intention, c'est pas poser votre main ici, c'est vous avez toute liberté d'aller poser votre main de manière à sentir ce qui se passe avec la cage thoracique. Et maintenant, quand vous levez la tête avec le bras qui est donc derrière la tête, observez que votre colonne peut-être va jouer un petit peu avec le sol. Et qu'est-ce qui se passe en même temps avec les côtes au sens large? Peut-être qu'il y a certains endroits de votre cage thoracique qui bougent un petit peu. Et je vous laisse faire quelques essais en vous demandant, ça bouge pas, si ça bouge, dans quelle direction. Et puis pour confirmer ou infirmer, pour continuer de titiller cette notion, maintenant veillez à ce que la cage thoracique ne bouge pas du tout. Interdit qu'elle bouge, elle ne doit pas changer de forme. Qu'est-ce que ça change au mouvement de votre tête? Et qu'est-ce que ça change
aux vertèbres qui sont libres de bouger, de changer de configuration, de s'articuler, si vous voulez. Quelles vertèbres vont être finalement obligées de bouger plus et lesquelles bougent moins? Et après avoir testé ça, maintenant, si vous enlevez cette contrainte et que vous laissez les côtes bouger librement, de nouveau, qu'est-ce que ça change? Quelles sont les vertèbres qui sont libres de s'articuler? Et en même temps que quoi? Qu'est-ce qui se passe avec vos côtes? Je vous invite à étudier en fait la relation entre les côtes et par exemple le sternum, et puis les vertèbres qui sont sur le sol à l'aplomb du sternum, éventuellement après une petite pause. Prenez une petite pause. Et quand vous serez un petit peu reposé, continuez cette étude de nouveau à votre guise, peut-être la même main derrière la tête, peut-être vous inversez les mains pour étudier. Qu'est-ce qui peut bien se passer quand vous levez la tête? Qu'est-ce qui se passe avec vos côtes? Comment est-ce que ça converse avec les vertèbres qui sont près du sol? Enfin, elles sont près du sol, mais en tout cas à l'aplomb. Et vous pouvez remarquer que au fur et à mesure, enfin, est-ce que vous allez le remarquer tout de suite, mais en tout cas, ou avec votre expérience, vous pouvez remarquer que on n'est pas obligé de faire beaucoup. On a plusieurs niveaux d'effort et souvent les explorations vraiment fines, vraiment intéressantes et vraiment finalement nourrissantes, bénéfiques, ça m'embête un petit peu d'utiliser ce mot-là, bah, ça peut être des explorations qui sont minuscules, comme si on était allé rencontrer d'une manière très très fine. Pour être un tout petit peu poète, c'est un peu, vous savez, des fois on rencontre quelqu'un et c'est une espèce de silence, juste un mot. Donc là, est-ce qu'on peut jouer avec ça? Une rencontre très simple, très délicate, et puis laissez ça. Prenez une bonne pause. Si vous avez envie, vous pouvez reposer tout simplement sur le sol. D'autres personnes peuvent avoir envie de gigoter un peu, de changer de position, de faire comme des chats. Et puis une dernière variation que je vous propose, donc c'est de revenir sur le dos si vous n'y étiez plus, de nouveau plier les jambes pour mettre les plantes de pied au sol, de nouveau entrecroiser les doigts. Ah, peut-être avant ça, mettez vos mains sur le bassin. Remarquez que un petit peu en dessous de la ceinture, on a le bassin qui affleure. Un peu à droite et à gauche, on a des petits becs qui sont juste sous la peau. Et gentiment, invitez ces petits becs à aller un peu plus près des cuisses, un peu plus loin des cuisses. En fait, ça correspond à votre bassin qui roule sur le sol. Un tout petit peu, ça suffit. Et c'est d'autant plus important d'être très très respectueux ou respectueuse de cette région quand on fait ça, c'est que les muscles sont très puissants et parfois on peut avoir des conflits parce que ça tient trop fort. Donc, même un tout petit peu, simplement pour sentir que c'est possible, même si c'est 1 millimètre,
qu'on peut rouler, on peut profiter du soutien du sol pour sentir que l'empreinte qu'on laisse sur le sol va aller rouler un petit peu plus près du coccyx ou un petit peu plus près des lombaires. Idéalement, c'est agréable. Peut-être que la tête se laisse rouler un tout petit peu aussi. Parfait. Et donc, maintenant, venez entrecroiser les mains, placez-les derrière le crâne. Et puis gentiment, venez éloigner un petit peu la tête du sol avec les bras et gardez-la éloignée du sol, un petit peu. On va dire la moitié de ce qui est possible. Et puis laissez-la éloignée et observez comment la distance entre la tête et le sol change quand de nouveau vous faites rouler votre bassin comme vous venez de le faire. Vous pouvez remarquer que si on veut préserver le confort général, eh bien, quand on roule vers les pieds, la tête va avoir tendance à changer de position, et je ne dis pas dans quelle direction. Et inversement, quand on roule plus près des lombaires, la tête va se promener, elle aussi. Ça veut dire que c'est finalement toute votre colonne qui change de forme de manière à ce que le confort général dans la colonne reste au premier plan. Et observez cette recherche qui vous permet de sentir justement qu'on n'a plus besoin de s'occuper de où se trouve la tête. La tête se trouve là où c'est confortable. Elle suit ce qui se passe avec le bassin d'une façon, on va dire, à travers la recherche du confort. Bon, c'est un peu, comme on pourrait dire, c'est, on cogite un peu trop, peut-être. Donc voilà, vous avez fait ça, très bien. Laissez ça, reposez la tête, reposez les bras. Et puis, revenez dans la position que vous aviez adoptée au début de cette séance. Ou peut-être avant ça, vous pouvez allonger les jambes et observer en fait quelle est la longueur maintenant que vous percevez dans votre colonne. Ou les longueurs. Parce que il y avait des endroits qui semblaient plus courts, d'autres qui semblaient plus longs. Peut-être qu'il y a des endroits qui semblent plus longs, et puis d'autres endroits qui se révèlent autrement. Si vous imaginez que votre colonne va au-delà de votre coccyx, comme si elle passait entre les genoux, les pieds, et puis elle va au-delà, est-ce que ça change la sensation de longueur? Et de l'autre côté, si vous imaginez que votre colonne, c'est pas juste au niveau du cou, vous pouvez imaginer que le crâne fait partie de la colonne, comme si c'était une grosse vertèbre. Et puis vous pouvez imaginer que cette sensation de colonne va au-delà du crâne. Et observez, juste, enfin disons, est-ce que c'est amusant d'imaginer que la colonne va 10 centimètres plus loin, ou 50 centimètres plus loin, ou 1 mètre plus loin, ou 20 mètres plus loin? Quand vous changez cette idée, cette image, peut-être que la sensation de la colonne et la sensation de vous-même est différente. Peut-être qu'on vit différemment. Et donc pour finir, venez vous mettre dans la position que vous aviez utilisée pour sous-peser votre tête. Peut-être que vous avez les jambes pliées ou pas. Et observez maintenant quel est le poids de la tête si on a cette intention d'aller regarder entre les genoux, au-delà des genoux. Et puis quand vous avez testé ça, venez faire le chemin pour vous mettre debout.
Et puis, quand vous êtes debout, observez en fait quelle est votre stature. Ça veut dire que vous êtes debout et le genre d'exploration que vous venez faire, il se peut que ça aide certains muscles qui vous aident à être debout à travailler. Et ces muscles, en fait, ils travaillent de manière inconsciente. Et il y a beaucoup de choses comme ça qu'on fait en Feldenkrais. C'est comment est-ce qu'on fait pour apporter une pratique consciente, des exercices conscients. Je dis exercice avec beaucoup de précaution, mais disons des mouvements. J'essaye ça, j'essaye ça, j'essaye ça. Et ce que j'essaye, c'est de nourrir une partie de mon système dont la partie inconsciente est très importante. Donc comment est-ce que ça fonctionne mieux? Tout simplement. Et puis marcher un peu, observer comment ça marche. Et je fais exprès de dire comment ça marche, parce qu'il y a une partie d'intention et tout le reste, les détails, idéalement, ça se fait tout seul. Voilà donc qui conclut nos 3 explorations. Donc là, pour dire que ce qu'on a fait, c'est quand même drôlement bien, j'ai mis une petite phrase de résumé. Je dis, on a juste cherché comment faire mieux en profondeur. Ça veut dire, c'est pas simplement je bouge le poignet ou je sais pas quoi, mais c'est quelque chose qui est parfois des détails, parfois du global, etc. Mais c'est dans les fondamentaux, en quelque sorte, et dans le respect de son intelligence propre. Ça veut dire qu'on compte quand même sur notre organisme pour faire un bon usage de tout ça. Voilà, on pourrait, comme on pourrait dire, se féliciter soi-même que c'est drôlement bien ce qu'on fait, mais on va prendre un temps pour simplement pour discuter entre nous, si vous avez envie. Donc je le répète, si vous avez envie, vous restez, sinon vous faites un petit signe de la main et vous pouvez quitter. Voilà. Alors, échangeons, si vous êtes là. Et ça, par contre, ça sera pas. Là, j'ai enregistré, je mettrai sur YouTube, mais j'enlèverai les noms, etc. Là, par contre, la partie échange, ça reste entre nous. Et d'ailleurs, je vais couper l'enregistrement.